Bonjour à toutes et à tous, merci. Les participants vont s'installer en même temps que moi, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Nous avons donc, pour discuter de ce sujet brûlant avec vous, Jean-Marie Charon qui est là, voilà, qui est sociologue, qui a écrit un très grand nombre de livres sur des sujets ayant trait aux journalistes, à leur statut, à leur perception, à leur responsabilité, etc. C'est un grand spécialiste de la question. Roger Cohen, qui est à ma droite, est éditorialiste au Herald Tribune. Marc Drilec est directeur général en charge de la communication et des médias de Ionis Education Group, qui est un groupe d'écoles de gestion et de communication, c'est ça, on peut dire ça comme ça ? 14 écoles, 15 000 étudiants, premier groupe en France d'enseignement supérieur privé. Voilà. Et qui forment aussi au métier de la communication et du journalisme. Qui forment au métier de la communication et à des métiers qui, de toute façon, croiseront les problématiques posées aujourd'hui. Très bien. David Guiraud est directeur général du groupe Les Échos, il est à ma gauche. Et Francis Morel est son homologue, directeur général, directeur de la publication du Figaro. Alors, moi, je m'appelle Sylvain Attal, donc je travaille actuellement au projet de chaîne internationale France 24. Et donc c'est un petit peu particulier parce que je suis le modérateur de ce débat, mais en même temps c'est un débat qui, étant donné qu'il a pour thème la responsabilité des journalistes, vous m'excuserez si parfois je suis un peu plus qu'un modérateur et où quand même je ne pourrais pas m'exclure totalement de la problématique. C'est bien compréhensible, il me semble. C'est un petit peu casse-gueule ce genre de sujet parce qu'en règle générale, ça ressemble un peu à un jeu de massacre quand les journalistes se présentent face à une audience, en tout cas en France, parce que, pour résumer, les journalistes ont une image absolument désastreuse en France. Quand on regarde Bon, Jean-Marie Charon nous en parlera tout à l'heure, peut-être qu'il va nous en parler tout de suite. Quand on regarde les études qui sont faites sur la perception des journalistes aux yeux du public, c'est effarant. Ségolène Royal disait ce matin, très justement d'ailleurs, on ne peut pas dissocier la responsabilité de la liberté. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est vrai que non seulement on considère les journalistes comme des irresponsables ou pour des non-responsables, mais aussi on questionne énormément notre degré d'indépendance. Et peut-être que les deux choses sont liées d'ailleurs, non ? Si vous voulez, je crois que déjà, c'est vrai qu'au niveau du constat, on peut dire qu'il y a des éléments de remise en question, effectivement, de la crédibilité des journalistes. Moi, j'utilise par simplicité, facilité, le sondage annuel sur lequel j'ai quelques responsabilités, d'ailleurs, puisque je l'ai animé quelques années, vous savez, sur la confiance des Français dans leurs médias. Si on veut le simplifier, en gros, un Français sur deux ne croit pas vraiment que les choses se soient passées comme les journalistes le disent. Évidemment, c'est quand même un peu embêtant. On s'aperçoit d'ailleurs que les choses évoluent différemment selon les médias, ce sondage a une quinzaine d'années. Quand on l'a démarré, la télévision s'en sortait assez bien finalement. Elle était souvent pourtant critiquée dans les salons, mais quand on interrogeait les Français, la télévision s'en sortait bien. Aujourd'hui, c'est un des médias qui a le plus baissé en termes de crédibilité. Donc il y a cet aspect-là. Deuxième question, c'est vrai qu'on peut regarder quelles sont les questions qui sont posées aux médias systématiquement. Et là aussi, c'est assez stable. Celle qui vient d'abord, finalement, quantitativement, c'est le problème du manque de fiabilité de l'information. C'est-à-dire,
c'est pas assez maîtrisé, il y a beaucoup de contresens, et cette question, je crois, est d'autant plus virulente dans la manière de la formuler que le rôle de l'information a sûrement changé pour ceux qui en sont les utilisateurs. On est de plus en plus dans des informations dont les thèmes se sont diversifiés, mais qui ont de plus en plus d'impact sur la vie de tous les jours de ceux qui la consomment, on va dire, ou qui l'utilisent. Et le fait d'être mis face à des informations qui ne sont pas fiables est souvent considéré par les interlocuteurs comme une espèce de mise en danger. C'est corroboré, pardonnez-moi Jean-Marie Charon, je ne le retrouve plus là, mais je l'avais vu par une des enquêtes que vous citez aussi, qui est plus une enquête sur le public, mais sur les journalistes. Parce que les journalistes aussi ont été interrogés. Et le pourcentage de journalistes qui avouent ne pas recouper leurs informations, ne pas croiser leurs sources. J'ai aussi en tête, David Guiraud nous dira s'il a vu ça aussi, le pourcentage de journalistes économiques, par exemple, qui avouent ne pas comprendre un compte d'exploitation d'une entreprise. C'est faramineux, c'est presque du 50%, c'est du 40-50%. Ça, c'est une vieille étude qu'on avait fait, enfin vieille, elle a une dizaine d'années. Non, mais c'est une étude qu'on avait faite il y a une dizaine d'années, et effectivement qui portait sur les journalistes économiques. On avait interviewé 400 journalistes économiques, et effectivement, il y avait ça fait une dizaine d'années à peu près, oui. Donc voilà. Alors, je sais pas, vous voulez... Mais David Guiraud, vous disiez qu'il ne confirmait pas, donc vous pensez que les choses ont changé en bien depuis en 10 ans. Ce serait une bonne Il n'y a nouvelle. pas de statistiques très fiables là-dessus. Moi, si vous permettez, je voudrais revenir sur le thème de 2 secondes et rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marie Charon, parce que le sujet, c'est nouvelle responsabilité. Donc, d'abord, c'est quoi la responsabilité de la presse et de nos journaux aujourd'hui? Moi, je reviendrai à l'étymologie du mot responsabilité, qui vient du latin répondre. Et répondre, c'est répondre d'abord de quelque chose et répondre à quelqu'un. Et le répondre de quelque chose, c'est ce que vient d'évoquer Jean-Marie Charon, c'est-à-dire c'est la notion de l'éthique, de l'indépendance, de la fiabilité. Et là, effectivement, on est confronté à des défis de plus en plus importants. C'est cette nouvelle responsabilité, à savoir la question de l'indépendance face à la multiplicité des pouvoirs aujourd'hui. Et notamment, je pense qu'une des réponses à ça, c'est la profitabilité des journaux. C'est des journaux qui gagnent de l'argent, et ça c'est très typique des journaux anglo-saxons, sont des journaux qui ont une indépendance. Il y a un cas en ce moment malheureusement assez dramatique que vous connaissez tous. On gagne de moins en moins. Hein. On gagne de moins en moins, mais c'est quand même un des objectifs. C'est-à-dire un journal qui ne gagne pas d'argent est un journal qui perd de sa liberté. La fiabilité, ça pose un autre problème, et Marc Drilech en parlera beaucoup mieux que moi, c'est la question de la capacité d'analyse et de la formation des journalistes. Et ça, je pense que c'est un problème absolument clé, et qui a à voir d'ailleurs avec la deuxième dimension de la responsabilité, qui est répondre à quelqu'un. Et c'est-à-dire qu'on va se diriger vers le public à ce moment-là. Et de ce point de vue-là, la charte, il y a une question des étudiantes qui est intéressante, entre la charte des journalistes américains et la charte des journalistes français. Et chez la charte des journalistes français, c'est je suis redevable auprès de mes pairs. La charte des journalistes américains, pour faire simple, c'est je suis redevable auprès du lecteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, la fonction de la presse doit dépasser la première fonction de répondre d'eux. Dans un monde qui est devenu, comme le dit Thomas Friedman, vous avez peut-être vu sortir ce livre qui s'appelle Le Monde est plat, qui est sorti cette semaine, et qui dit clairement qu'on est dans un monde extrêmement ouvert et on est soumis à une pression très très forte du temps réel, de la vitesse, de l'émotion, etc. Et face à ça, une demande de la part de l'ensemble des lecteurs qui est très forte de la part de la presse, enfin vis-à-vis de la presse, de donner des explications, de décrypter, d'expliquer. C'est un défi absolument considérable parce qu'avant, on expliquait sur son territoire. C'est-à-dire j'étais dans la PQR, la presse quotidienne régionale, j'expliquais ce qui se passait autour de Lorient ou autour de Nîmes ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, un journaliste, il doit être capable d'expliquer ce qui se passe aussi bien en Corée qu'à Seattle qu'à Sète en France. Et donc là aussi, le défi nouveau, il est important parce que face à ça, il y a des dangers qu'on connaît tous, qui sont le danger de l'information spectacle, l'émotion, qui sont le danger du malthusianisme de l'info. Francis parlera sûrement mieux que moi des gratuits, mais moi je pense qu'ils ont une place dans le paysage, mais il faut savoir quelle est cette place, parce que c'est une place qui réduit l'information à son degré numéro 1. Or, aujourd'hui, comprendre le monde, c'est aller en profondeur, et là c'est un défi considérable, et c'est une responsabilité
pour nous tous, éditeurs de presse, et pour les journalistes. Donc moi, je conclurai là-dessus en disant simplement que on a, aussi bien en tant qu'éditeur de presse qu'en tant que journaliste, un défi absolument majeur qui est d'assumer ces deux dimensions aujourd'hui. Et ça pose des milliers de questions, parce que les statistiques de dire que 50% des journalistes économiques ne comprennent pas un compte d'exploitation, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. C'est vrai, non mais je le dis très franchement, nous on donne très régulièrement aux échos des cours de finance à des journalistes, parce qu'il y a des journalistes qui sont spécialisés en marketing, ils ne savent pas nécessairement exactement ce que c'est qu'un fonds de roulement. Je veux dire, donc c'est pas inutile de leur apprendre ce genre de choses ou de leur rappeler. C'est pas une honte de ne pas savoir, c'est une honte de ne pas l'apprendre. Voilà. Et je pense que le défi considérable aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire la formation des journalistes, et Marc pourra en parler mieux que moi, est quelque chose d'absolument clé. Est-ce que vous avez le sentiment, Marc Drelet, que la formation des journalistes, peut-être c'est un thème sur lequel parce qu'il y a des étudiants du CELSA et du CFJ devant, interviendront, vous avez l'impression qu'elle s'est améliorée là, depuis 10 ans, depuis qu'on a fait ce sondage? Écoutez, d'abord, je suis arrivé dans le groupe des Good Boys, c'est-à-dire l'éducation, il y a un an, parce que pendant 25 ans, j'étais publicitaire. Donc, je tiens à le préciser quand même, je ne suis pas un expert à ce point. Je crois simplement que le problème de la formation des journalistes en France se pose sans doute parce qu'il y a une spécialisation extrême et qu'on n'ouvre peut-être pas assez les horizons. Le vrai problème, c'est quand on rentre dans un journal, c'est-à-dire que quand on commence à devenir journaliste, quand on doit subir la multiplicité des pressions, je crois vous avez raison d'appeler ce débat les nouvelles responsabilités, non pas parce que le concept de responsabilité change, simplement que le paysage a totalement changé. Et je voudrais pas m'inscrire en fausse par rapport aux critiques faites sur les journalistes ou aux chiffres, mais simplement donner 3 éléments de contexte. Être journaliste aujourd'hui, quelle différence avec il y a 20 ans ? Ce matin, Mme Ségolène Royal a donc parlé des devoirs et des droits. Sauf qu'on peut imaginer que pour que cette phrase passe dans la presse, il y aura à peu près 14 000 coups de téléphone, 17 000 emails, 24 boîtes de RP qui travaillent dessus, 6 boîtes internes, l'attaché de presse de la mairie, l'attaché de presse de la région, l'attaché de presse du ministère. Donc quand vous êtes journaliste aujourd'hui, avant même que vous commenciez à écrire, vous devez déjà enlever à peu près les centaines de mails qui cherchent à vous influencer. Vous n'avez jamais subi une telle pression qu'aujourd'hui, non pas parce que la politique change, simplement parce que les moyens de la faire changent. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en face d'organisations, de boîtes de relations presse, de relations publiques, de lobbying, qui font que c'est très difficile d'exercer ce métier comme on le faisait il y a 20 ans. Le deuxième point, c'est un point qui, effectivement, concerne l'évolution de la presse, c'est que le passage de la presse, je dirais, payante à la presse gratuite pose un problème de fond. À quoi sert un journal ? À quoi sert la presse ? Si c'est simplement envoyer des dépêches, il y a Internet aujourd'hui. Et donc, quelle est la valeur ajoutée ? Et quelle est la valeur ajoutée qu'un journaliste va apporter dans une presse si on lui demande simplement de servir de fil humain entre l'AFP et le papier ? Et le troisième point, et j'en aurai terminé, qui est plus compliqué, parce que c'est un problème de fond et qui, à mon avis, sera le problème essentiel dans les 10 prochaines années. Un livre est sorti aux États-Unis de l'expert en positionnement qui s'appelle Al Ries, avec sa fille Laura Ries, qui s'appelle la décadence de la publicité et la montée inexorable des relations presse. Globalement, la thèse dit qu'au fond, la publicité ne doit pas servir à lancer un produit, mais à entretenir le produit et la marque, et que les relations presse sont prioritaires, parce qu'au fond, ce que les gens ont besoin, c'est pas de connaître une marque, c'est de penser qu'elle est formidable. Et donc ça veut dire que la bataille pour la crédibilité est la bataille essentielle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'investissements de la part des annonceurs vont aller à d'autres outils que la publicité, et en particulier à tout ce qui peut avoir un effet d'influence, dont la presse. Ce qui veut dire que les années qui viennent vont être encore plus difficiles, et ce qui veut dire que les responsabilités vont être encore plus difficiles à exercer face à cette multiplication des pressions. Ce qui nous amènera peut-être à poser la question de pourquoi justement la presse est-elle aussi perméable parfois aux intérêts économiques. Il y a des journaux dans lesquels il y a des chartes de déontologie très strictes sur les rapports entre le monde économique et les journalistes. Il y a dans lesquels ça n'existe pas. Bon, enfin, on en parlera après. Francis Morel, Le Figaro, allait proposer une question un peu provocatrice parce que responsabilité et indépendance vont ensemble. Le Figaro, c'est un groupe dont le principal actionnaire vit des commandes publiques. Est-ce que vous, malgré ça, vous essayez de nous convaincre de ça ? Vous pensez que Le Figaro, aujourd'hui, peut exercer son métier en toute indépendance et qu'il est suffisamment protégé des pressions politiques ? Alors,
Je pense que ça, c'est un sujet qui a effectivement été mis à la mode il y a peu de temps par un homme politique qui voulait faire parler de lui. En fait, il faut quand François même... Bayrou, oui. pour ne pas le citer. Voilà. En fait, il faut quand même ramener les choses. Il y a toujours eu, derrière les groupes de presse, des actionnaires qui sont des industriels. Aux États-Unis, l'un des 3 networks est filiale de GE, General Electric. Donc, ça a toujours été le cas. Ce qui est important, c'est pas la nature de l'actionnaire, c'est les liens, les relations entre l'actionnaire et les rédactions. Jean-Luc Lagardère a été l'actionnaire de Europe pendant 20 ans, je pense. Jamais à Europe, il n'y a eu de bruit d'intervention de la puissance publique ou de Jean-Luc Lagardère sur la ligne rédactionnelle des journaux. Alors, en ce qui nous concerne, pour répondre les choses très précisément... Peut-être un petit peu utopiste quand même. Jamais... Rarement. J'en ai fait partie. Rarement. Disons, il n'y a pas eu énormément d'exemples. Et il n'y en a pas eu moins, il n'y en a pas eu plus que dans un autre journal où il y a souvent des interventions de la puissance publique. Je peux vous dire que le fait qu'il y ait des interventions, c'est pas finalement normal? Est-ce que ce qu'il faudrait discuter, c'est la capacité des journalistes, de leur hiérarchie, de leur direction à y résister? C'est exactement ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire que pendant l'année 2005, pour prendre notre exemple, on a eu de très nombreuses interventions de tous bords, et d'un bord plus particulièrement que d'autres. Bref, on a eu des interventions très importantes. La direction de la rédaction a été extrêmement nette, et quand on voit le contenu du journal, je peux vous dire que rien de ces interventions n'est sorti. Et depuis 2 ans que la nouvelle direction du Figaro est aux commandes, vous avez vu une seule fois un texte signé Serge Dassault. Une fois en 2 ans. Admettez que c'est relativement peu, d'autant qu'il s'agissait d'une disposition extrêmement technique et économique très, très particulière. Tant qu'il écrit en plus en signant, à la limite, c'est pas très... Pardon ? Tant qu'il écrit en signant ce qu'il écrit, c'est pas très gênant d'ailleurs. Il n'écrit pas, c'est ça qui m'intéresse, effectivement. Et je peux même vous dire qu'actuellement, il est question d'un papier qu'il veut faire passer et qui passerait probablement dans un de nos concurrents du soir. Donc vous voyez, ce qui est important, effectivement, comme vous le dites, c'est que la direction de la rédaction ait la possibilité, ait le caractère pour réfuter les interventions qu'il peut y avoir. Des interventions, il y en a toujours, il y en a dans tous les journaux, quel que soit l'actionnaire. Ce qui compte, c'est que la direction de la rédaction soit suffisamment forte pour s'y opposer, et je crois qu'aujourd'hui, c'est objectivement le cas. Est-ce qu'il existe au Figaro une charte déontologique régissant les rapports avec le monde de l'entreprise, voyez, les cadeaux, les invitations, les choses comme ça, ou est-ce que c'est laissé à l'appréciation de chaque journaliste individuellement? Il y a une société des rédacteurs qui suit ces différents problèmes. Et lorsque nous étions arrivés à la direction, Nicolas Bétou, dans la première exposé qu'il a fait à la rédaction, a expliqué effectivement les principes de fonctionnement de la rédaction tels qu'il les envisageait. Ça n'a pas donné lieu à un texte formel, mais c'est un exposé qui a été ensuite repris à l'intérieur du journal. Une tradition orale alors. Tradition orale, c'est ça, absolument. Roger Cohen. Oui. Juste encore un mot sur ce problème de crédibilité des journalistes. Moi, il y a un chiffre que je trouve extrêmement intéressant. Aujourd'hui, dans la presse quotidienne nationale, on a 8 millions de lecteurs tous les jours. Ce qui me frappe, c'est ces 8 millions de personnes. Quand ils sortent de chez eux le matin, ils savent tout. Ils ont écouté la radio, certains ont regardé la télévision, il y en a même à qui on a donné des gratuits, certains ont pu aller sur Internet. Bref, les informations, ils ont toutes les informations. Et néanmoins, 8 millions, tous les jours, cherchent à lire la presse quotidienne. C'est quand même la preuve qu'ils considèrent que même s'ils ont les informations, ils ont besoin de l'information d'un quotidien, c'est-à-dire du recul, de la mise en perspective, de la hiérarchisation qu'apporte le quotidien. Et c'est ce qui fait que je suis très optimiste sur l'avenir de la presse quotidienne, parce que cette information, ils savent qu'ils ne peuvent la trouver que dans un quotidien, et qu'en tout cas, ce qu'ils ont à la radio, à la télévision, dans les autres médias le matin, ça n'est pas ce qu'ils cherchent. Roger Cohen, je vous ai donné la parole volontairement en dernier, parce que pour savoir ce que vous pensez un peu du journalisme français ou à la française, vous qui le pratiquez chez nous, mais avec des règles et des modes de réaction anglo-saxons, avec peut-être, est-ce que ça vous paraît un peu hallucinant notre façon de procéder? Est-ce que vous trouvez qu'on est des irresponsables J'étais correspondant ici pendant plusieurs années, mais maintenant je vis à New York, donc je ne suis pas quotidiennement les pratiques de la presse française. Je dirais que quand j'étais là, il y avait des pratiques qui, pour un journaliste au New York Times, étaient un peu troublantes, disons, enfin des relations
des voyages où les journalistes, même des journalistes très connus, partaient en voyage payé et puis étaient censés après écrire un papier objectif sur ce voyage ou sur ce qui s'était déroulé. Mais je ne voudrais pas exagérer ces différences. Je pense que dans le journalisme en général, on revient surtout à l'individu. Moi, j'ai connu des très grands journalistes français. Je les ai connus à Sarajevo, je les ai connus en Irak, je les ai connus ailleurs. C'est quoi la responsabilité du journaliste? Je pense qu'elle reste inchangée en quelque sorte, en dépit du fait qu'on vit un moment de changement absolument délirant dans notre profession. Et je suis reconforté par l'optimisme de Francis, mais je ne pourrais pas dire que je le partage entièrement sur l'avenir de la presse écrite, parce qu'il y a une ruée vers l'Internet. Ceci dit, je pense, c'est quoi cette responsabilité? C'est chercher en bonne foi la vérité. Et comment est-ce qu'on fait ça? On a tous nos vérités, on voit tous cette pièce d'une façon différente. Donc être objectif, ça veut dire quoi? Enfin, on a tous notre réalité, mais ça veut dire parler, chercher les gens qui ont des opinions même que vous partagez absolument pas, écouter, être présent. Je pense il faut pas être paresseux comme journaliste. Il y a beaucoup de ce qu'on disait tout à l'heure sur des journalistes économiques qui ne voient même pas des hommes d'affaires, qui parlent pas avec eux. Ça c'est très dangereux. Et on peut devenir plus paresseux de nos jours parce qu'il y a tant d'informations qui est disponible sur l'internet, à la télé, n'importe où. Comment est-ce que cette responsabilité change dans la presse écrite? On vit dans l'époque du citoyen journaliste, citizen journalist, on dit aux États-Unis. Je ne sais pas quelle est exactement la phrase ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut s'exprimer maintenant. Tout le monde peut exprimer son opinion. En soi, c'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il y a une espèce de cacophonie et souvent les gens crient l'un vers l'autre. Et je pense que c'est la responsabilité du journaliste d'essayer de voir clair dans tout ça, comme disait Francis, de donner des analyses, de prioriser ce qui se passe, parce que les gens demandent maintenant, ça sert à quoi des éditeurs? Pourquoi il y aurait des éditeurs? Les éditeurs, ils sont en quelque sorte des censors, enfin ils empêchent l'information d'arriver, et souvent sur des sites maintenant aux États-Unis comme Digg, qui est très populaire maintenant, l'éditeur est remplacé par la technologie. C'est la technologie qui édite, c'est-à-dire la technologie regarde quelle information est la plus regardée et intéresse plus au lecteur et met cette information au-dessus, dans la place plus prominente du site. Donc, c'est-à-dire il n'y a plus d'éditeur, il n'y a que la technologie qui décide. Et je pense qu'on doit tous réfléchir à ça. Oui, Roger Cohen, justement, vous avez parlé d'Internet, et ce qui est assez frappant, c'est de voir que tout ce mouvement d'Internet, du citizen journalism, justement, qui part du constat qui suppose que les journalistes ne sont pas assez responsables, ou ne vérifient pas leurs informations, ou ne sont pas indépendants, etc., débouche sur une situation dans laquelle celui qui écrit quelque chose sur Internet ne répond absolument pas de ce qu'il écrit, c'est-à-dire que ça échappe absolument à tout contrôle, et on lit tout et n'importe quoi sur Internet. Ça c'est sûr. Vous savez, la chasse aux journalistes, c'est pas une nouveauté, mais chacun, je pense, dans ses frustrations quotidiennes, quand il ou elle voit un journaliste à la télé qui dit quelque chose qui n'est pas d'accord, c'est très facile d'attribuer tous les maux du monde aux journalistes. Ceci dit, maintenant il y a, comme vous dites, ces citoyens journalistes qui, je pense, ne se rendent pas compte que s'il n'y avait pas nous, s'il n'y avait pas le New York Times ou le Figaro ou les Échos, de quoi ils parleraient? Je veux dire, le débat, en quelque sorte, est lancé par nous, et le cible de tous ces gens, aux États-Unis, on appelle ça le mainstream media, ou MSM. Je ne sais pas comment on le dit en France, mais mainstream media, c'est quoi? On dit mainstream. Ok, le mainstream. Alors, le mainstream media, c'est une façon dérogative. Les médias dominants, disons, les médias. C'est une façon dérogative de parler du New York Times, des journaux principaux. Donc, je pense qu'il faut, avec intelligence, avec la qualité de notre journalisme, je veux dire, c'est pas les citoyens journalistes qui vont partir en général, au moins à Bagdad ou ailleurs. Donc, ces citoyens journalistes dépendent de nos informations, en quelque sorte, pour un point de départ.
Alors, David Guiraud voulait ajouter quelque chose. Vous voulez d'abord Jean-Marie Charon. David Guiraud, petit mot, et après on passe la parole au panel, et puis on lance le débat avec la salle. Oui, sur cette notion de citoyen journaliste, c'est très à la mode, mais je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que c'est le rapport entre les médias et la société qui a changé. C'est-à-dire que les attentes qu'entretiennent les lecteurs, auditeurs, etc. à l'égard des journalistes ont changé. D'abord parce que le niveau, comme on dit, le niveau monte, c'est-à-dire qu'on a une proportion de plus en plus informée, de plus en plus compétente dans la société, et qui interpelle les journalistes sur le niveau de l'information qu'ils sont capables de leur délivrer. Et là, on revient à la question de la valeur ajoutée et de la formation de ces journalistes. Le deuxième, et je dis, cette confrontation à l'expertise du public est d'autant plus forte que, comme je disais tout à l'heure, il y a une diversification d'informations considérable. C'est-à-dire qu'on est tous les uns et les autres, un jour ou l'autre, face à un papier dont on en connaît plus que le journaliste. Et à ce moment-là, on a une forme d'évaluation de ce qui nous est proposé, et on va éventuellement avoir un regard extrêmement critique. Alors je sais que dans les questions qui étaient posées, il y avait une question, enfin, qu'on risque de nous poser tout à l'heure, de savoir s'il faudrait mieux des spécialistes. Est-ce que chacun dans nos spécialités, on ne serait pas meilleur journaliste? Non, certainement pas. Mais il est important en revanche que les journalistes d'abord aient un meilleur niveau de formation et qu'ils entretiennent aussi, je crois, une autre relation à la société. Je pense que ce qui a été décrit tout à l'heure, il faut être plus exigeant, il faut travailler davantage dans les rédactions, etc. Ça doit aussi nous conduire ou conduire les rédactions à accepter et à entrer dans des lieux comme aujourd'hui à un débat avec cette société. C'est-à-dire que le fait que l'information devienne un objet de débat public, que l'information devienne un domaine de la critique. En Amérique du Nord, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est cette dimension. Dans les universités, on a des formations à l'éthique du journalisme, on a des revues, on a des journaux qui traitent de critique des médias, et ça, c'est un des éléments qui nous a beaucoup manqué. Et quand on prend la liste des reproches traditionnels qui sont faits aux journalistes en France, et là, il y a toute une série de commissions qui se sont réunies là-dessus, le Conseil économique et social, il y a quelques années, il y a toujours la formation, le problème de la charte, et ils refusent la critique. Donc, quels seraient les lieux où cette critique pourrait passer? Et puis, il y a un troisième élément que vous avez évoqué, mais qu'il faut prendre en considération, c'est que dans cette société monte effectivement un besoin d'expression. Il y a une demande d'expression, pouvoir, et de la part de publics qui sont beaucoup plus, là encore, formés, évolués, etc. Et la technologie vient, je dirais, l'évolution technologique vient, je dirais, constituer une sorte d'aiguillon là-dessus, parce qu'elle permet cette expression. Elle permet aussi d'aller chercher, comme ça a été dit tout à l'heure, des informations extrêmement pointues à un public exigeant. Donc c'est vrai que la question de la responsabilité, c'est une question dans laquelle les journalistes sont renvoyés à ce que sont les fondamentaux de leur métier, mais en même temps, je dirais, à une attente et certainement à un dialogue beaucoup plus fort avec la société sur ce que sont ces attentes en matière d'information. Je pense qu'une nouvelle responsabilité des journalistes, c'est justement le dialogue. C'est ça qui est nouveau. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à répondre aux emails de mes lecteurs et je pense qu'une nouvelle responsabilité, c'est justement ça, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'avant, on attendait Le Monde ou Le Figaro qui prononçait sur une fête politique et voilà, c'était ça et tout le monde regardait cette information. Non, maintenant, c'est un échange de points de vue. C'est un dialogue continu. David Guiraud. Oui, non, je voulais réagir d'abord sur l'indépendance pour préciser que l'indépendance, il y a l'indépendance politique dont on parlait tout à l'heure, il y a l'indépendance économique aussi qui a pesé et qui a donné lieu à un grand débat sur les gratuits, mais il y a une indépendance qui est beaucoup plus, ou une perte d'indépendance qui est beaucoup plus pervers, qui est celle par rapport au courant médiatique. C'est-à-dire que les journalistes aujourd'hui doivent être capables de prendre des positions et faire des analyses qui sont en contradiction ou qui vont à l'envers de ce que le courant médiatique porte. C'est assez important aujourd'hui de pouvoir se décaler par rapport à ça. Tous les journaux font les mêmes marronniers régulièrement, c'est-à-dire les mêmes sujets qui sortent comme par hasard au même moment, etc. Donc il y a un manque d'esprit critique qui est assez fort. Ça rejoint d'ailleurs le problème de la formation. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'ouverture du dialogue avec le public est devenue absolument clé. Le journaliste, aujourd'hui, il a perdu le monopole de la parole. C'est absolument clair. Et Internet et la technologie ont introduit quelque chose d'absolument phénoménal, c'est que les gens, non seulement ne lisent pas moins, ils lisent autant, mais surtout, ils écrivent beaucoup plus. Les gens écrivent beaucoup plus. Je veux dire, sur Internet, nos enfants passent leur temps sur MSN, etc. Donc ça devient naturel de répondre. Hein. C'est ce que disait
notre ami tout à l'heure. Cela étant, une fois que vous avez réussi à capter tout ça, ou que vous avez capté tout ça, qu'est-ce que vous en faites ? Et là, il y a un problème absolument clé pour les organisations comme les nôtres, qui sont les problèmes d'arbitrage. Il faut arbitrer entre des milliers de choses aujourd'hui, entre ce qui nous paraît prioritaire, pas prioritaire, ce qui est intelligent, ce qui n'est pas, ce qui est vrai, ce qui est faux, et ensuite, avec quel canal on va parler avec le public. Jusqu'à maintenant, c'était tranquille, c'était la rotative le soir à 22h, on connaît ça avec Francis, on essaie de faire en sorte d'ailleurs que ce soit à 22h, mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça, c'est l'Internet, c'est la télévision, etc. Et dans nos rédactions aujourd'hui, le défi qui est porté aux journalistes est absolument considérable parce qu'on va leur demander non seulement de mieux comprendre le monde, de mieux prendre en compte la parole qu'exprime le public, de mieux la sélectionner, la hiérarchiser, mais aussi de mieux répondre en temps réel, soit avec le net, soit avec la télévision, soit avec la radio, soit avec l'imprimé, avec des degrés d'utilisation de ces outils qui sont tout à fait différents. Et ça, je pense que c'est une révolution considérable et qui je dirais pas met en cause, mais interroge quand même la démocratie, parce que sur Internet, on voit tout et n'importe quoi, et si on n'est pas capable de bloquer ça, d'analyser ça, on se met en risque de manière assez considérable. Bon, ayant dit qu'il faut dialoguer avec le public, ça fait une transition parfaite pour commencer. Entre le public et nous, il y a d'abord les étudiants du panel qui sont des étudiants du CFJ, de l'ISG ou du CELSA, je crois, qui ont préparé des questions. Donc, alors, qui veut commencer ? Oui, bonjour à tous. Étienne Balmer du CFJ. Moi, j'ai une première question d'ordre général à nouveau. Quel avenir vous voyez pour la presse écrite exactement ? Parce qu'il y a une première bataille, c'est la bataille de la responsabilité. C'est déjà une grande bataille pour les journalistes, mais il y a aussi cette bataille économique qui touche notamment la presse écrite. Donc on pense aux difficultés de François, de Libération. Donc peut-être un petit mot de chacun serait intéressant. Alors peut-être, oui, Roger, allez-y. Moi, je vois un avenir très très difficile. Enfin, si j'étais vous, je me préparerais très fort dans tout ce qui est Internet. Je pense que, aux États-Unis, le modèle économique des journaux est un peu différent qu'ici. On dépend plus de la publicité économiquement et un peu moins de la circulation. Et cette publicité s'en va. Elle s'en va où ? Elle s'en va à Google, à d'autres sociétés sur l'Internet. Une société de location de voitures, pourquoi elle mettrait maintenant une publicité dans le New York Times quand elle peut la mettre, quelqu'un qui va à Chicago, rent-a-car à Chicago à Google, et la publicité pour la société vient à côté. Alors c'est stupide maintenant de mettre cette publicité dans... Et il y a beaucoup de catégories comme ça. Et donc Google quadruple chaque trimestre ses recettes, et les actions du New York Times sont tombées de 50 à 22. Ce que j'allais dire, c'est pas le New York Times qui va racheter Google, c'est plutôt Google qui aura racheté le New York Times. Heureusement là, on est défendu jusqu'à maintenant par la famille Sulzberger qui protège, on le pense au moins, un journalisme très digne. Mais ça va continuer, ça va pas s'arrêter. La partie du New York Times, la société du New York Times qui est en croissance rapide, et le site Internet. Ceci dit, je pense, comme Francis, qu'il y aura toujours un public pour les journaux. Mais maintenant, on est dans une phase de transition très difficile parce que le website ne génère pas suffisamment de recettes pour soutenir la société, mais la direction est celle-là. Donc on est entre un modèle de journal et un modèle Internet, et ça c'est un peu, je pense, la difficulté de tous les grands journaux au monde. Mais je sais que, par exemple, à New York Times Digital, ils cherchent des étudiants qui sont formés en journalisme et computer science. Donc je pense que c'est un peu ça l'avenir. Et on est obligé, et ça c'est un problème dont on n'a pas parlé, mais qu'un journaliste aujourd'hui, dans une même journée, doit faire une vidéo pour le web, doit faire quelque chose pour les iPods, doit écrire son papier du soir pour le journal, doit écrire un papier plus court pour l'Internet.
n'est pas payé plus pour faire tout ça. Et est-ce que la qualité peut rester la même avec toutes ces pressions-là? C'est douteux. Alors, si je peux me permettre, Oui. Parce que permettez la que question je qui est posée, réponde. c'est celle Oui. de la survie de la presse comme Oui, artisanat. c'est pour ça en fait. justement que je voudrais répondre, parce que je ne suis pas du tout de l'avis de Roger. Ouais, allez-y. Et je pense que, puisque vous allez être à un moment où vous vous posez la question sur ce que vous allez faire demain, il n'y a pas à hésiter, il faut rester dans la presse écrite. Alors, je vais expliquer pourquoi. C'est certain que la presse écrite traverse un moment assez difficile, parce qu'on est une industrie en mutation. Il arrive un nouveau média qui est Internet, qui va modifier la façon de travailler et le rapport aux médias qui existaient avant. D'abord, il y a une règle qu'il faut bien savoir et qu'on vérifie à chaque fois. Un nouveau média n'a jamais tué les médias précédents. Il amène les médias précédents à se repositionner par rapport à lui. Et en ce qui concerne Internet, j'ai été très frappé de ce que disait Roger tout à l'heure, parce qu'il disait, et je trouve ça très juste, en fait, dans Internet, demain, c'est la technologie qui va décider de quel article, à quel endroit, quand. Si c'est ça, si c'est ça, franchement, si c'est ça dont vous avez envie, je pense que c'est plus le métier d'un journaliste. C'est un agrégateur de contenu qui va les positionner à tel ou tel endroit. Le rôle du journaliste, tel que je le conçois, tel qu'on le voit dans la presse écrite, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui met en perspective. Ce sont des articles de fond, et je pense que ça, on ne le trouvera jamais sur Internet. Ça me semble absolument évident. Aujourd'hui, Internet bouleverse la façon dont on travaille. Les publicités dont parlait Roger en disant un loueur de voitures, il a plus intérêt à aller sur Internet pour proposer ses voitures à Chicago, parce que là, il trouvera les gens de Chicago qui cherchent à louer. Oui, peut-être. Il n'empêche que je peux vous dire que l'annonceur qui est régulièrement en bas de page de une du Figaro, qui est un vendeur de voitures du 15e arrondissement, je peux vous dire qu'il est là et pas ailleurs, parce qu'il fait énormément d'argent en étant là. Donc il y a encore beaucoup d'activités. Jusqu'à quand? C'est ça la question. Oh ben, j'en ai parlé avec lui, parce qu'il est en train de négocier la totalité du contrat 2007 dès maintenant. Parce que pour lui, il n'y a aucune inquiétude à avoir de façon rapide là-dessus. Qu'il y ait des modifications d'habitude, peut-être. Je pense que la relation que l'on a avec l'écrit, elle perturbera. Elle sera un peu différente, mais elle perdurera. Et pour un journaliste, en tout cas, il me semble évident que le métier de journaliste de l'écrit, c'est beaucoup plus intéressant que journaliste dans l'Internet. Par ailleurs, et j'aurais terminé là parce que j'étais un peu long, je pense évident aussi que dans certains supports, on va écrire à la fois pour Internet et pour la presse écrite. Bon. Et que le journaliste devrait être capable de faire les deux. Juste une petite publicité personnelle. Le projet que nous montons sur France 24 est un projet autant de télévision que de site internet. C'est-à-dire c'est mis sur le même plan aujourd'hui. C'est pas une télévision qui a son site internet. C'est pas un journal qui a son site internet. C'est la même chose. Juste répondre une minute. Je pense, Francis, que vous êtes peut-être un peu péjoratif sur l'internet. Il y a des sites maintenant comme Slate aux États-Unis, certains d'entre vous doivent le lire ici. Enfin, il n'y a rien qui dit qu'à l'internet il peut pas y avoir une très bonne qualité de journalisme. Donc, je pense pas qu'il faut forcément faire cette distinction-là. Et sur la technologie, c'est un fait. Je veux dire, ces sites qui sont organisés comme ça marchent très fort aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui aiment ça, qu'on l'aime ou non. C'est notre affaire, mais je veux dire, il y a des gens qui aiment ça, donc ça va marcher. Alors, Marc Drilect, vous voulez demander la parole? Oui, je voulais tout d'abord préciser que des sites qui font du triage par intelligence artificielle sans journaliste, ça existe, ça marche, et que je crois que le problème, il n'est pas là, parce qu'il faut d'abord ne pas oublier que, jamais l'écrit ne s'est aussi bien porté. Je crois qu'il faut, et David l'a dit. Deuxièmement, que la presse magazine en France, franchement, que tous les secteurs se portent comme la presse magazine, et ce sera pas mal du tout. Donc, il y a une crise globale, mais surtout de la presse quotidienne nationale, pour des raisons d'abord qui sont des raisons de technologie. L'exhaustivité, l'universalité et l'instantanéité, c'est sur Internet et pas dans la presse. Deuxièmement, pour des raisons, il faut le dire, qui sont liées à l'État, à la manière dont on a conçu la presse en France, à tous les problèmes liés à la distribution, à toute cette espèce de presse à qui on a dit, écoutez, si ça va pas, on vous rajoute 100 millions chaque année, et puis vous inquiétez pas, mais la seule chose, ne nous emmerdez pas avec des opinions trop pointues. Et troisièmement, non seulement je ne suis pas un grand expert dans la formation des journalistes jusqu'à que nous créions une école de journalisme, mais de toute façon, ce ne sont pas les élèves des écoles de journalisme qui feront les titres de presse. Ce sont les gens qui en sont responsables. Et il y a aussi un problème de
qualité de positionnement, de qualité de valeur ajoutée. À quoi ça sert? La question, au fond, elle est là. Pourquoi je vais acheter ce produit-là tous les jours? Il y a 100 000 exemplaires de La Croix qui sont vendus tous les jours. Ça veut dire que ce produit a une audience tout à fait acceptable. Il y a plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque jour vendus de l'équipe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont intéressés par ce produit. Et il y a de moins en moins de lecteurs de Libération parce que c'est un quotidien qui est fait pour les journalistes de Libération, pour eux-mêmes et pas nécessairement pour le lecteur. Et qu'à partir du moment où on ne sait pas faire un titre, à partir du moment où le produit est mauvais, eh ben qui crève, excusez-moi, c'est la nature même du business. Ce n'est pas... sinon, alors on fait autre chose. On crée 25 quotidiens soutenus par les régions, les municipalités, par nos impôts. Et puis en fin d'année, à chaque fois, il y a 400 millions, on rajoute. Et puis voilà. Et puis on sera content, on parlera de la crise comme on parle de la crise de l'école et toutes les crises. À ceci près, juste, Marc Drilec, ce que vous dites sur Libération est peut-être vrai, que dans le cas de Libération, on a dit que le site internet de Libération avait beaucoup phagocyté Libération lui-même. C'est-à-dire que beaucoup de lecteurs de Libération sont passés sur le site internet qui, en gros, reprend les mêmes contenus. Malheureusement, je fais partie de ces vieux lecteurs qui ont commencé avec les cheveux longs à la naissance de Libération. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que non seulement il y a une perte d'aura du titre, mais une perte fondamentale de professionnalisme. Aujourd'hui, on s'en fout de l'avis d'un journaliste, qu'il aime ou qu'il n'aime pas telle pièce. Quel papier fait-il derrière? Quelle profondeur dans l'analyse? Quelle comparaison? Vous l'avez dit tout à l'heure, quelle source? Est-ce que, Jean-Marie Charon peut-être pourrait répondre à ça, est-ce que d'une certaine manière ce qui arrive à Libération n'est pas la conséquence d'une exonération de la responsabilité des journalistes de Libération qui ont eu tendance effectivement depuis des années à penser qu'il y aurait toujours un généreux actionnaire qui allongerait à la fin de l'année, non? Moi, quelle que soit la qualité du produit. Je ne suis pas aussi sévère que vous sur Libération, y compris parce que ça ferait 100 000 journalistes qui liraient quand même encore le journal, ou même un peu plus de 100 000. Donc je crois qu'un journal comme Libération n'ait pas suffisamment surveillé l'évolution de son lectorat, c'est un problème, et c'est le défi auquel ils sont confrontés aujourd'hui. Mais je crois que, si vous voulez, il faut élargir la question telle qu'elle a été posée. Le problème aujourd'hui, il n'est pas entre la presse quotidienne et l'Internet. Il est qu'on est confronté à une mutation de l'ensemble du système médiatique. Vous évoquiez la télévision, vous évoquiez la radio. Chacun de ces médias, aujourd'hui, doit repenser là où il est pertinent et les formes de journalisme qu'il développe, les formes d'information qu'il développe, doivent être repensées. Francis Morel disait tout à l'heure, il n'y a jamais eu de médias qui ont disparu lors d'une mutation médiatique, c'est vrai, mais jamais aucun média n'est resté ce qu'il était précédemment. Donc le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est cette mutation extrêmement importante. Et je ne suis pas sûr, alors pour le coup, qu'une des voies qui semble aspirer un peu aujourd'hui les éditeurs de presse, ou certains éditeurs de presse, notamment nord-américains, mais ils nous ont déjà fait le coup il y a 20 ans, qui était de nous dire il faut que nos journalistes sachent travailler sur tous les médias, tous les supports en même temps. Je crois qu'on va au contraire entrer dans une phase de concurrence extrême, et on y est déjà d'ailleurs, mais elle sera encore plus forte. Et dans cette phase de concurrence extrême, c'est l'excellence qui va l'emporter, l'excellence dans chacun des médias. Et je ne crois pas que ce soit, comme ça a été dit tout à l'heure pour le regretter, en demandant à des journalistes de travailler sur tous les supports et donc de faire plutôt de moins bons produits dans chacun des supports qu'on va avoir, je dirais, une capacité à dépasser cette crise. Alors, en France, c'est vrai qu'on a une presse quotidienne qui aborde cette mutation de manière plus compliquée qu'ailleurs. Il faudrait mieux, je pense que l'ambiance dans la presse américaine, même si elle est assez inquiète, ou en Allemagne, ou en Grande-Bretagne, mais il y a davantage de capacité de réaction. En France, c'est vrai qu'on a des entreprises qui ont été davantage fragilisées dans l'histoire, et on sait que cette période de mutation, personne ne peut aujourd'hui dire ce que sont les quotidiens dans 10 ans, et il va donc falloir être extrêmement pragmatique, beaucoup innover, beaucoup investir, mais je pense qu'effectivement, on aura, au bout du compte, des quotidiens. Le problème, malgré tout, me semble-t-il, en termes de modèle économique, et qui est l'un des défis auxquels les quotidiens vont être obligés de répondre, c'est qu'ils vont rester, ou ils restent un peu aujourd'hui, le dernier média qui est industriel dans ces structures. C'est le dernier média qui est obligé d'intégrer sa fabrication, qui est obligé de gérer des très gros effectifs de personnel, aussi bien de fabrication que de commercialisation que rédactionnel. Pratiquement tous les autres médias ont réussi, je dirais, à fluidifier leur structure, à les rendre beaucoup plus flexibles. Et on le voit bien avec la presse magazine, par exemple. Ça les rend beaucoup plus flexibles, beaucoup plus adaptables dans une phase de crise. Et ça, le gros enjeu aujourd'hui pour les quotidiens, c'est de ne pas se laisser marginaliser par rapport à une évolution. On voit que tous les grands groupes de communication
plurimédia, ont quand même tendance à hésiter sur le fait de savoir s'il est encore intéressant d'investir dans les quotidiens. Donc il faut montrer que c'est toujours un enjeu et que c'est toujours pertinent. Il est industriel, Jean-Marie Charon, et en même temps, il doit conserver l'indépendance d'un artisan. C'est en ça que c'est pas simple. Un petit mot de David Guiraud et après une autre question d'étudiant. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire des quotidiens, hein, puisqu'on en fait. Donc, on va continuer, Francis. Hein. Cela étant, moi, je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que si on prend le problème d'un peu plus haut, on est rentré dans une nouvelle époque du monde qui est l'économie de la connaissance. C'est ça qui est le driver de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est notre métier, aujourd'hui, de délivrer de la connaissance. Ça, c'est la première chose. Internet nous assomme tous les jours d'une multitude d'informations qui viennent de partout. C'est un tsunami permanent. Face à ce tsunami, les marques médias ont une formidable opportunité pour justement orienter la gestion de cette connaissance. D'ailleurs, elle résiste très bien, c'est les plus consultés. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui se passe ce qui se passe aux États-Unis en ce moment est assez intéressant parce que les sites, mais Roger Cohen en parlera sûrement mieux que moi, les sites médias, enfin appartenant à des groupes médias, sont en train de remonter très très fort. Parce que, d'une certaine manière, on a tous un problème de temps à gérer. Je veux dire, dans une journée, vous ne pouvez pas tout faire, aller sur Internet, voir 40 000 sites, aller sur 40 000 blogs, lire 40 journaux, 40 magazines. Donc petit à petit, comme vous avez envie de profiter de la vie, de téléphoner, de faire ci, de faire ça, de profiter des 35 heures, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire des sélections. Vous allez aller sur telle chose, telle chose, telle chose. Et je pense que de ce point de vue-là, si on prend bien le problème, on a une formidable opportunité pour nos marques. Alors, cela étant, comme disait Milton Friedman, « there's no free lunch ». Je veux dire, il y a une sorte de fantasme de la gratuité encore qui demeure, qui laisse penser que l'accès sur Internet doit nécessairement partout être gratuit. Tant que ça sera le cas, et je ne dis pas que c'est facile à gérer, évidemment, les journaux auront des problèmes, parce que ce que dit Marc est tout à fait juste. Quand vous pouvez aller voir gratuitement un papier ou deux de Libération ou d'un autre titre gratuitement sur Internet, vous n'allez pas vous déplacer pour acheter le journal en kiosque, d'autant plus que les kiosques ferment en France, ce qui est un autre problème. Donc, cet équilibre-là, on a à le régler, c'est sûr. Mais je suis absolument convaincu, et les chiffres le montrent, par exemple, que l'investissement aux États-Unis qui est consacré pour acheter du contenu, pour payer pour du contenu, alors au sens large, hein, je ne parle pas uniquement du contenu des journaux, est devenu aujourd'hui supérieur à l'investissement publicitaire. Hein, et d'ailleurs, regardez vos propres budgets. Vous payez tous maintenant des budgets qui sont significatifs pour avoir accès à de l'info, de l'entertainment sur la télévision, etc., ce qui n'était pas imaginable il y a quelques années. Donc les équilibres se modifient et je crois que c'est à nous, effectivement, de faire en sorte que ce passage d'un modèle économique à l'autre se fasse en souplesse. Et je terminerai simplement en disant qu'en termes de responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, notre responsabilité en tant que patron de presse, mais aussi en tant que directeur des rédactions, les journalistes, leur responsabilité, c'est de faire en sorte qu'émerge un modèle économiquement viable pour demain, qui mélange tout ça. Alors, est-ce que ça sera les mêmes journalistes qui feront un peu de web, un peu de papier, etc. C'est ce qu'on semble voir se dessiner aujourd'hui. Il faut être pragmatique. Peut-être que dans 5 ans, on aura resplitté les choses différemment, mais c'est évident que tout le monde est concerné. Question. Je suis étudiant au CELSA, donc en journalisme et en communication. Et vous avez dit que tout change, les métiers changent. Je pense que Internet et la presse écrite, c'est un peu dommage qu'on pense que Internet ne peut pas fournir de la qualité, mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, je voulais vous demander, en moyens mobilisables, la France a un très gros problème avec les investissements publicitaires en presse écrite. Si Libération ne fait pas de 4e de couve, c'est parce qu'il n'y a personne qui l'achète et c'est pour ça qu'il y a des portraits. C'est pas parce que juste on a envie de faire un portrait sur quelqu'un qui nous plaît. Ce que n'a pas la presse américaine, puisque la presse américaine a un numéro du dimanche, par exemple, pèse presque 2 à 3 fois plus lourd qu'un numéro du dimanche en France, c'est-à-dire qu'il y a 2 à 3 fois plus d'investissements financiers, ce que ne font pas les entreprises françaises. Les entreprises françaises n'investissent plus dans la presse. Et j'ai une question à vous poser, c'est au point de vue de l'investigation. Aux moyens mobilisables, Internet aujourd'hui n'est pas capable, avec ses revenus, de mobiliser des journalistes pour avoir une investigation sur le long terme. Et j'aimerais savoir si la presse aujourd'hui ne doit pas rogner. Est-ce qu'il y a un moyen économique viable de préserver ces investigations pour 2006, 2007 et les années futures ? Sur la publicité, oui. Sur la pub, on a un vrai problème, et pas uniquement de la presse quotidienne. Enfin, Marc, qui est publicitaire, enfin,
grand publicitaire en parlera mieux que moi, mais il faut savoir une chose qui est quand même assez atterrante, c'est qu'il y a 10 ans, l'investissement publicitaire était à peu près le même en France et en Angleterre. Je veux dire, quand l'Angleterre faisait 100, on faisait 85 à peu près. 10 ans après, ils ont augmenté leurs investissements de 80%, la France de 16%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moitié moins d'investissements publicitaires en France qu'en Angleterre, pour la population, une population qui est à peu près équivalente. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème, parce que, du coup, on est obligé d'affronter cette mutation avec un marché qui ne suit pas. Alors on peut se poser pas parce qu'on a moitié moins de lecteurs, excusez-moi. Non. Vous parliez de la presse. Je parle de la presse quotidienne. Non, je parle globalement. D'accord. Parce que c'est important de savoir sur quel terrain de jeu on agit, si vous voulez. Bon, après ça se split entre différents types de journaux. Alors ils investissent plus dans la distribution aux États-Unis, en Angleterre, etc. Moi, il y a des tas de raisons qui s'expliquent, mais je pense qu'il y a une des raisons majeures, c'est le fait qu'il y a une dynamique économique en France en Angleterre, qu'il n'y a pas en France. Je veux dire, le taux d'investissement des entreprises en France est au plus bas. Vous créez pas d'emplois, c'est pas de nouveaux acheteurs qui arrivent, et c'est pas des gens qui vont vous acheter de la publicité. Donc, quand vous allez à Londres, vous êtes stupéfait par la taille et l'importance des billboards, enfin de l'affichage, des choses comme ça. Donc, on a un vrai retard. On était 5e il y a 10 ans. On est passé à la 9e place, la Chine est passée devant, tout le monde est passé devant, et on a un vrai souci. Tant qu'il n'y aura pas une dynamique économique forte, les budgets publicitaires, c'est vrai, auront du mal à aller, que ce soit dans Libération, dans Le Figaro, Le Monde, Les Échos, tout le monde. Enfin, je veux dire, et du coup, on se bat sur un marché qui progresse peu. Donc, le jour où le marché repartira, alors là, ça donnera de l'air à tout le monde, ça c'est clair. Au point qu'on voit toujours très mal arriver un concurrent nouveau et on se dit, il n'y a pas la place. Il va me piquer des annonceurs. Il n'y a pas la place. Alors ça donne des effets absolument dramatiques parce que du coup, ça donne des effets qui font qu'il y a du discount partout. Les prix sont cassés parce que les gens veulent survivre. Et le marché est tiré vers le bas. Donc en termes de recettes, excusez-moi de rentrer un peu dans le détail, mais on a un vrai problème que les Anglais n'ont pas du tout dans les mêmes proportions. Et le nombre d'euros investis en Angleterre par personne en publicité est le double de celui de la France. Roger Cohen. Et ça n'ira pas mieux. Merci Marc d'être encourageant. Non, ça n'ira pas mieux. Parce que d'abord, il y a une baisse tendancielle des investissements publicitaires par rapport à d'autres activités médias. Deuxièmement, parce qu'il y a un rééquilibrage en France vers la télévision qui était un média dominant dans d'autres pays. Et troisièmement, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience au sein des entreprises qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement de l'argent dépensé. Et il y a une opportunité pour la presse quotidienne particulièrement, dès lors qu'elle va démontrer son efficacité. Mais il n'y a pas de raison dans les 5 ans à venir, on ait un boom des investissements dans ce domaine-là. Moi, juste à répondre, j'aimerais bien que la situation financière soit meilleure aux États-Unis dans la proportion du poids du New York Times du dimanche, mais il faut aussi 4-5 fois le papier pour faire son journal, il faut 4-5 fois le nombre de journalistes, et les problèmes de la presse écrite aux États-Unis sont assez sévères. Sur les investigations, je pense que c'est absolument critique, enfin c'est absolument primordial que ce rôle de la presse de contre-pouvoir, de contrepoids, c'est-à-dire cette capacité, et ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, cette capacité de faire des investigations, c'est absolument critique. Dans les 6 derniers mois aux États-Unis, on a vu le Washington Post qui a révélé l'existence des prisons secrets de CIA, qui était une investigation qui a eu lieu sur plusieurs mois. Nous, au New York Times, on a révélé l'existence des écoutes secrètes des téléphones jugées par l'administration comme une réponse nécessaire à l'attentat de l'11 septembre. Et par la suite, on a révélé l'accès donné à l'administration au transfert de l'argent fait par SWIFT, une organisation à Bruxelles. Tout ça a dominé le débat à Washington et ailleurs, et au niveau global, et au niveau de l'Internet aussi, pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. S'il n'y avait pas nous, enfin le Washington Post, New York Times ou d'autres qui faisaient ça, qui est-ce qui le ferait ? Dernièrement, maintenant, le scandale de M. Foley au Congrès qui cherchait des jeunes garçons. Enfin, ça aussi, c'est un autre genre d'histoire, mais c'est ABC qui l'a révélé. Donc, je pense que on est tous à la recherche d'un modèle économique viable
dans un monde de la presse qui est en transformation absolument fondamentale, totale. Mais au cours de tout ça, il faut, je crois, préserver à tout prix cette capacité d'investiguer. Et investiguer, c'est des semaines, c'est des mois, c'est de l'argent, c'est des voyages, c'est recruter des gens intelligents et déterminés. Mais c'est un rôle primordial dans la société moderne, à mon avis. Monsieur. Je m'appelle Monsieur Terry, je suis un citoyen. Je vous remercie d'avoir enfin la parole après 1 heure de débat. Ça fait 1 heure... Bon, allez-y, profitez-en pour poser votre question. Je vous remercie. Ça fait 1 heure qu'on parle, que la presse ne parle que d'elle-même, et je pense qu'elle oublie un des acteurs principaux, c'est le lecteur. Je n'ai pas encore entendu parler du lecteur depuis 1 an, depuis 1 heure. Et je pense que... On a quand même parlé essentiellement que de ça. Mais bon, allez-y, posez votre question. Je n'ai pas compris la même chose. Vous avez fait la sieste. La responsabilité de la presse, pour moi, elle est dans le choix. Dans le choix de l'information qu'elle va donner aux gens. Et j'ai été très intéressé d'apprendre qu'il y avait aux États-Unis un site qui donne à la technologie en fait la capacité de mettre en avant ce que les gens lisent, en fait, les sujets qui sont intéressés. Et je pense que ça peut vous effrayer. Je pense que la presse a toutes les raisons d'être effrayée parce que il y a quelque part potentiellement une perte de son pouvoir. Et la technologie, là, peut redonner le pouvoir au lecteur de choisir la nature des informations auxquelles elle veut avoir accès, les thèmes qui l'intéressent. Et je pense que peut-être que la presse doit chercher en elle la responsabilité peut-être de cette fuite d'intérêt. Oui. Et que la technologie donne au lecteur enfin la capacité à lire les sujets, à s'informer sur les sujets qui l'intéressent. Je pense que c'est... Vous considérez que c'est un progrès. Vous considérez que c'est un progrès. Je conclus. Tous les grands médias nous servent systématiquement les mêmes informations. Que vous lisiez Le Monde, Le Figaro, l'Humanité, vous voyez tous les jours, vous lisez tous les jours les mêmes thèmes. On parle des mêmes gens. On parle des gens qui sont tués sur la route. On parle des malheurs du monde. Mais maintenant, vous avez des alternatives. Et cette perte de pouvoir est-ce que vous voulez qu'on parle de vous? Vous voulez qu'on parle de vous? Non, mais je comprends rien à votre question. On parle de la responsabilité de la presse. Attendez. La responsabilité de la presse est évoquée au départ, elle est en faire son lecteur. Quand vous me dites, vous êtes trop amoureux de la technologie, quand vous allez sur ces sites technologiques qui, au fond, sans besoin de journalistes, en allant piquer dans le monde entier, sur tous les sites, ce dont on parle de quoi? On parle des essais nucléaires en Corée du Nord et on va vous parler de la même chose. On va vous parler de la même chose parce qu'on va vous sortir ce qui se parle le plus dans un monde qui est de plus en plus unique. Là où effectivement on ne parlera pas, c'est qu'on ne parlera pas d'un phénomène spécifique à un pays. Les Bienveillantes va faire 150, 200 000, 250 000 exemplaires en France, peut-être pas dans d'autres pays, vous ne le retrouverez pas sur ces sites. Mais globalement, le contenu, il est à peu près le même. La seule différence, c'est qu'il n'y a aucune analyse. Pourquoi il n'y a pas d'analyse? Parce que l'analyse, ça nécessite des journalistes. Et les journalistes, ce qui est emmerdant, c'est qu'ils peuvent avoir un point de vue. Donc on vous met des machines, on vous sort de l'information brute. Et c'est quoi, au fond, pardon d'être provocateur là-dessus, la presse gratuite? C'est pas tellement différent. Donc c'est là où il y a un problème, c'est comment réussir pas seulement un modèle économique, mais également un modèle d'organisation et d'offre qui intègre ce que les journalistes savent bien faire, l'investigation, l'analyse et une certaine forme d'esprit critique. Je ne peux pas vous laisser dire que seul le journaliste est capable d'analyse, et je laisser aux citoyens le libre choix et la libre analyse. Personne ne vous empêche de capacité d'analyse. Moi, je suis assez d'accord avec ce monsieur dans le sens où je pense que vous avez raison. On a perdu du pouvoir. Et il y a une partie de ce pouvoir qui est passée aux citoyens journalistes, si vous voulez. Donc, au lieu de regretter la situation, je pense que vous devriez vous réjouir du fait que le monde a changé. Et ça pose des nouveaux problèmes à nous, ça pose des problèmes aux citoyens journalistes qui doivent penser à l'effet de ce qu'ils disent, et on passe dans une nouvelle phase de la communication où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de dialogue.
c'est une chose troublante et saine en même temps. Il y a des nouvelles règles, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont être dans le monde où vous, les étudiants, allez entrer, et c'est ça qui est fascinant, c'est en mouvement en ce moment. Mais je pense que vous avez, en quelque sorte, tout ce que vous voulez, parce que vous pouvez trouver, si ce qui est dans le monde ne vous plaît pas, vous allez ailleurs. David Guiraud, vous voulez dire un mot? Non, mais je partage ce que dit Roger, mais en même temps, il faut bien savoir qu'il y a une sorte aussi de grand fantasme sur l'interactivité, les gens vont chercher des choses intelligentes, etc. On voit quand même ce qui remonte. Dès que vous faites un sujet people, alors là, vous cartonnez. Hein, et alors, ce que j'allais dire, à l'époque, on disait, il y a quelques années, avec le Minitel, on va voir enfin l'interactivité s'installer en France. Qui sortait le plus, c'était la SNCF et les sites de Minitel Rose. Donc, je veux dire, c'est intéressant ce que vous dites, mais il faut faire la part des choses aussi. Hein. On a ces infos, on en tient compte. Et justement, ce que disait Roger Cohen est très juste. On doit les intégrer, mais on doit justement sélectionner aussi ce type de paroles. Je crois que ce qui est riche et ce qui est intéressant dans la presse quotidienne, à mon avis, c'est justement qu'on y trouve des sujets qu'on ne s'attend pas à trouver. Quand on va sur Internet, bah oui, on va avoir classé par la technique les sujets les plus banaux, les sujets les plus classiques, les plus traditionnels. On n'a pas de déception là-dessus. Pas toujours aussi, parce qu'on va trouver des choses que d'autres médias ont délaissées. On ne peut pas généraliser non plus. Moi, ce que je trouve intéressant à feuilleter tous les matins toute la presse quotidienne, c'est qu'on trouve régulièrement un sujet auquel on ne pensait pas du tout, sous un angle particulier, et brusquement, on découvre quelque chose. Et là, il y a une ouverture qu'on trouvera, à mon avis, que dans la presse. C'est pour ça que je pense que la presse est plus intéressante qu'Internet, qui est quand même plus un agrégateur d'informations qu'une recherche. Tout à l'heure, vous posiez la question de savoir est-ce qu'on aura les moyens de faire des recherches. Clairement, c'est indispensable. Si on cesse de faire des recherches, il n'y a plus de presse. Ça, c'est clair. Francis Morel, et c'est aussi valable, mais je m'adresse à vous parce que vous venez de prendre la parole, mais c'est valable aussi pour David Guiraud. Est-ce que c'est pas idiot d'opposer Internet à la presse? Après tout, il y a un site Internet du Figaro, il y a un site des Échos. Et vous êtes sur Internet, vous aussi. Non, mais les marques que vous représentez sont sur Internet, donc. Je me suis mal exprimé, hein, oui. parce que je pense que l'un est complémentaire de l'autre. Je pense que l'un est complémentaire de l'autre. C'est-à-dire, je pense que dans le quotidien, on a un certain nombre de choses, d'éclairage, de mise en perspective, et sur Internet, lorsqu'on cherche des informations précises, on va sur Internet chercher, et là, on trouve beaucoup plus d'informations qu'on ne le trouverait dans le quotidien tous les jours. Pour moi, c'est deux choses totalement complémentaires. Mais c'est une fantastique opportunité pour nous, si on sait la gérer correctement. Ce que disait Francis, c'est qu'on a deux logiques qui se combinent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas l'une contre l'autre. Il y a la logique de l'offre, qui est la logique du papier. Il n'y a rien de plus formidable que de lire son journal le matin avec son petit café et de découvrir plein d'histoires auxquelles vous n'avez jamais pensé, des infos, des personnages, etc. C'est ça la force d'un journal. Et quand vous avez fermé votre journal, 40 pages, 50 pages, vous savez en 10 minutes que vous avez lu et vu ce qu'il fallait voir dans la journée. À côté de ça, vous avez une autre logique qui est complémentaire, qui est la logique de la demande. Vous êtes intéressé par XXX sujets, vous pouvez compléter ou aller voir ces sujets. Mais je vous mets au défi de faire le tour de manière exhaustive d'un site internet. Personne ne peut le faire parce que c'est un puits sans fond. C'est comme de rentrer dans la bibliothèque d'Alexandrie. C'est fantastique. Vous achetez un journal, vous avez la vitrine et vous rentrez dans la bibliothèque d'Alexandrie derrière. C'est formidable. Madame. Oui. Bonjour. Il faut que je tourne un peu. Donc moi, je suis plus étudiante, je suis avocate. J'ai deux questions. Une qui va s'adresser à vous, puisqu'il me semble que vous êtes le seul représentant de la télévision sur ce plateau. Mon Dieu, c'est vrai. Au fond, un certain nombre... Vous avez très peu parlé de la télévision. Il me semble qu'un certain nombre de reproches qu'on peut adresser à la presse sont spécifiquement vis-à-vis des images et encore plus vis-à-vis des images télévision. Donc je veux connaître votre sentiment sur la pratique qui consiste à montrer des images et un reportage auquel on n'était pas présent et à le commenter comme si on était présent et à le commenter en affirmant des choses péremptoires qui peuvent par la suite parfois se révéler fausses. Mais sur cette pratique de faire un commentaire par un journaliste d'images auquel il n'était pas présent, il n'a pas assisté. Ça, c'est pour vous. Pour les autres, je voudrais parler d'Anna Politskaya, la journaliste russe qui a été assassinée. Alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, M. Poutine a reçu la Légion d'honneur il y a peu de temps ? Et d'autre part, nous dire
ce que vous, en tant que journaliste de presse responsable, vous allez faire, vous avez pu faire pour manifester votre solidarité, non plus vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de l'action qu'elle a menée. Vous voulez que je commence à répondre ou parce que c'est peut-être plus important la deuxième question, non? Non, la première, je vais aller très vite sur la première question. D'abord, il vaut mieux essayer, à part quand on est payé pour avoir des avis péremptoires, c'est les éditorialistes, ça compte aussi, c'est aussi agréable de temps en temps, même pour réagir et pour être en désaccord. Il vaut mieux essayer d'éviter de faire des commentaires péremptoires et définitifs sur des sujets qu'on ne connaît pas, quel que soit, qu'on ait assisté ou pas. Bon. Deuxièmement, sur la question de ce que vous dites sur les images en fait, d'agence, en fait, d'après ce que je crois comprendre. Bon. En règle générale, la plupart du temps, c'est des images qui viennent par des agences audiovisuelles et qui, effectivement, sont dont nous sommes clients en tant que chaîne de télévision. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'un reporter sur place, d'un correspondant sur place qui vous commande des images auxquelles il n'a pas assisté, qui ont été tournées par son caméraman sans qu'il soit, lui, journaliste. Vous avez un cas précis en tête? Oui, je parle évidemment de Charles Anderlin. C'est bien ce qui me semblait. Dans ces cas-là, il faut poser la question directement et dire que vous faites allusion à une affaire en particulier. Hein, c'est bon. Si vous me demandez mon avis là-dessus, je pense que Charles Anderlin a eu tort de ne pas être avec son caméraman. C'est pas quelque chose que j'aurais fait. Voilà. Bon. Cela dit, je ne connais pas exactement les circonstances de la façon dont il a travaillé ce jour-là. Je peux pas non plus, en faire un bouc émissaire et je trouverais ça un peu ridicule. Bon. Voilà. Bon. Maintenant, on pouvait aussi, quelque part, aussi se poser la question de la confiance qu'on a dans une image qui vient d'une agence de presse aussi, d'une certaine manière. C'est pas très différent. Tout dépend de la confiance qu'avait Charles Anderlin dans son caméraman. Est-ce qu'elle a été abusée, cette confiance, ou pas? Peut-être qu'il considérait qu'il avait une confiance totale dans son caméraman et que ce n'était pas le cas, je ne sais pas. En tout cas, s'agissant des agences de presse, on part du principe que leur travail est fiable. Parfois, on peut se tromper, elles commettent aussi des erreurs. Bon, ben voilà, ça fait partie des grandeurs et des incertitudes de notre métier. La deuxième question, donc, sur Anna Politkovskaya, sur la Légion d'honneur, ça de Poutine, je peux vous le confirmer. Et l'autre aspect de la question, c'était Solidarité. Alors, journaliste de presse qui réfléchissent, que vous êtes, avez pu faire, bon, avant apparemment pas grand-chose, mais ce que vous pourrez faire maintenant pour continuer la dénonciation qu'elle menait. J'ai lu son livre hier, alors j'avoue que j'en étais très impressionnée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois effectivement, comme vous l'avez dit, ce qu'il faut, c'est dénoncer et parler et continuer à parler du sujet. Malheureusement, Anna Politkovskaya n'était pas la première. Il y avait c'est Forbes aux États-Unis, dont le patron de Forbes Russie a été assassiné il y a de ça 1 an. C'est un pays où la liberté d'information est quelque chose de très difficile à faire respecter. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on en parle. C'est surtout pas qu'on se taise. La Légion d'honneur de Poutine, excusez-moi, mais là, la presse n'est pas responsable. Elle est responsable de beaucoup de choses, mais pas de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à en parler. Est-ce que vous avez un journaliste en Tchétchénie en ce moment, Francis Noël? Non, mais par contre, on avait eu récemment. On a un correspondant permanent à Moscou qui a essayé plusieurs fois, effectivement. Attendez. Mais, non. Alors, pardon, mais des portraits d'Anna Politkovskaya, vous en avez trouvé. Pardon, mais les portraits d'Anna Politkovskaya, ça a été abondamment fait et on en a abondamment parlé. Donc ça, maintenant, à la Tchétchénie, c'est vrai qu'il n'y a pas des journalistes en Tchétchénie parce que c'est pas très facile d'y aller. Mais je peux vous dire que les correspondants à Moscou en parlent très souvent et je vous encourage à regarder le journal parce qu'on l'a fait extrêmement souvent et encore il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que vous lisez certains journaux, mais pas tous. Madame. Ah oui, mais monsieur, pardon, il y avait monsieur d'abord ici et ensuite. Oui, non mais oui, ça va arriver. Oui, je vais être très bref. J'aimerais juste vous entendre à nouveau sur un mot que j'ai entendu prononcer une seule fois à la tribune,
précisément par celui qui a rejoint le clan, dit-il, des Good Boys il y a 1 an, ce qui ne m'étonne pas, car ce mot est sorti de la bouche d'un publicitaire, ce qui lui donne de la légitimité, d'autant plus que je dirais il le porte dans son prénom. C'est le mot « marque ». Est-ce que vous ne pensez pas que les marques sont l'avenir pour la presse et que la légitimité sur les nouvelles responsabilités passera précisément par la caution que seront données les marques? Quand je vois à la tribune le Figaro, les Échos, le New York Times, qu'ils soient en papier ou en Internet, je pense que c'est à travers les marques que ce métier perdurera. Qu'en pensez-vous? Avant de répondre, j'aurais simplement un point de détail. Je pense que les technologies peuvent être bonnes ou mauvaises. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve plus d'informations sur Internet, sur tout ce qui se passe en Tchétchénie, que dans toute la presse dans le monde. Et je pense que sur Internet, on trouve beaucoup plus de sites nazis que sur un seul quotidien dans le monde. Donc, au fond, ne faisons pas ni de diabolisation et ni d'admiration. En ce qui concerne les marques, je voudrais simplement rappeler, quelquefois on l'oublie, qu'en France, il y a un marché qui s'appelle le marché de la presse. C'est-à-dire que c'est un marché économique avec un certain nombre d'impératifs. Je voudrais rappeler ensuite que s'il n'y avait pas eu toutes les aides de l'État depuis des années, un certain nombre de nos quotidiens aujourd'hui ne vivraient pas. Et donc, au fond, poser la question de la marque de presse, c'est simplement se dire, si on veut qu'elle continue, et en tout cas, peut-être dans la salle, certains ne sont pas intéressés, mais énormément de gens, à mon avis, à l'estrade ici sont intéressés, s'ils souhaitent se développer, sans doute que le nom qu'ils ont, tout ce que ça signifie, tout ce qui a été construit pendant des années, peut se traduire non seulement sur Internet ou sur du papier, mais sur d'autres types de magazines, sur d'autres types de médias, sur d'autres types d'apports. Et sans doute que l'avenir économique ne peut plus résider simplement dans le papier où on va gagner 2% de lecteurs ou 4% par an. Malgré tout, c'est pas énorme, mais dans un développement de ce potentiel de marque. Pour que ça fonctionne, et on revient à la question du modèle économique, il n'y a pas de modèle économique viable dans la presse si fondamentalement il n'y a pas un vrai positionnement, une vraie histoire à raconter, un vrai état d'esprit de titre. C'est-à-dire qu'au fond, libération, ça voulait dire pendant longtemps quelque chose en France, une vision alternative, pas nécessairement marginalisée de la société, une espèce de curiosité permanente sur ce qu'on ne connaît pas. Et ça s'est banalisé, le contrat a été rompu. Or, il y a des contrats formidables aujourd'hui. Le Figaro a longtemps erré parce qu'il a oublié quelque chose, en particulier qu'il était de droite. Et être de droite, à moins que je me trompe, ce n'est pas une maladie honteuse. Même si, voilà. Et à partir du moment où vous cassez le contrat qui vous unit, à partir du moment où vous voulez être un peu tout, eh bien vous ne réussissez pas. Quand vous avez un contrat fort avec le lecteur, vous pouvez le développer sur de nombreux autres supports, autres médias, et vous donner vraiment quelque chose d'intéressant. Je voulais juste dire une chose sur la Tchétchénie sur Internet. C'est vrai qu'on parle peut-être pas assez de la Tchétchénie dans les quotidiens, mais on n'en parle pas plus sur Internet. Si je mets de côté les sites qui vont représenter les mouvements tchétchènes, parce que ça aussi on peut le trouver, sur Internet, on trouve parfois des pépites, mais au fond, quand vous êtes sur Internet, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous lisiez tout à l'heure David Guiraud, c'est un média qui, en fait, est essentiellement une caisse de résonance des sujets qui traversent la société. Et au fond, il y a une certaine forme de conformisme aussi sur Internet, même s'il y a les pépites de temps en temps. Non, vous n'êtes pas d'accord? On peut peut-être parler des blogs d'ailleurs. C'est intéressant les blogs parce qu'il y a à peu près, je ne sais plus combien, 50, 60 millions de blogs dans le monde. S'il y a 1,5% de blogs qui sont vraiment intéressants, c'est le maximum. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur fonction, parce que les gens sont contents de se créer une petite communauté avec leurs copains, leurs copines, etc. Ça, c'est un blog. Est-ce que ça nécessite de faire le 20h de TF1 ou la une du Figaro? Je ne suis pas sûr. Il faut faire la part des choses, une fois de plus. On trouve des choses extrêmement intéressantes sur les blogs, formidables, mais on trouve aussi des trucs nuls. Donc il faut se le dire. Et beaucoup plus de trucs nuls que de trucs formidablement intéressants. Et le rôle des journalistes, entre autres, enfin moi c'est ce que je conçois comme être le rôle de nos journalistes aujourd'hui, c'est d'aller chercher justement sur ces blogs les pépites, les choses qui sont vraiment intéressantes, qu'on ne retrouvera pas dans nos journaux, parce qu'effectivement on fonctionne dans un circuit fermé, et que ces gens-là nous apportent des choses absolument passionnantes. Mais c'est une révolution copernicienne dans les organisations, je peux vous le dire. Je pense qu'une responsabilité fondamentale des journalistes reste justement celle d'aller à contre-courant. Et aller à contre-courant aujourd'hui, c'est parler encore de la Tchétchénie. C'est certain qu'on n'en parle pas assez. Mais pourquoi? Parce que le conflit dure depuis longtemps.
Je ne sais pas si c'est parce que M. Poutine vend du gaz et de la pétrole. Peut-être, mais à mon avis, c'est plus probable que ce conflit dure depuis très longtemps, que quand ça arrive, il y a une certaine lassitude chez les gens. Est-ce que les gens veulent lire sur la Tchétchénie? Je ne sais pas, mais il faut faire des reportages, et non pas de Moscou. Il faut aller en Tchétchénie, et comme il faut aller à Bagdad. Enfin, si on comparait le nombre de commentaires, par exemple, en France, qui doit être des millions sur l'Irak, avec le nombre de journalistes qui ont mis les pieds à Bagdad, à parler avec des Irakiens, à poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Enfin, la proportion est absolument délirante. Il y aurait, je suis sûr, 99%. Et c'est pas suffisant de dire qu'à Bagdad, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais c'est pas impossible d'y aller non plus. Et une qualité fondamentale du journaliste, une responsabilité fondamentale du journaliste, et en dépit de tous les changements, ça reste le courage. Jean-Marie Charon voulait ajouter un mot sur les marques. Oui, sur la question de la marque, moi je suis un peu gêné parce que on a une suggestion, et en matière de presse magazine, par exemple, on parle souvent de la manière de décliner la marque, et ça a été indiqué là, pourquoi pas effectivement reprendre la marque L dans un certain nombre de domaines, dans le merchandising, etc. Autrement dit, on peut avoir une manière d'affaiblir au contraire la crédibilité des médias si on ne fait de la marque une manière de revaloriser, recommercialiser, je dirais, le même nom, Figaro, etc. Ce qui me paraît essentiel, et je me souviens quand on a commencé à débattre sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on devait faire sur Internet en matière de presse écrite, je me souviens avoir eu à faire un rapport sur les questions de déontologie, et à l'époque j'avais invoqué l'idée qu'il devait y avoir une espèce d'avoir un contrat, un engagement, c'est-à-dire que derrière des médias qui s'engagent sur Internet, quelque part, il y aurait l'obligation de dire sur Internet, qu'est-ce qui nous différencie? Eh bien voilà, en gros, notre charte. On revient à la question de la charte. Or, quand vous regardez ce qui a été fait souvent, je ne vais pas donner de nom, mais ce qui a été souvent, puisqu'on a fait quelques recherches sur la manière dont les grands médias ont investi Internet, ils y ont souvent mis des structures extrêmement légères, et ils ont quand même proposé une information qui était quand même assez dégradée par rapport à ce qu'était le travail de leur rédaction. Et là, je crois qu'il faut quand même prendre conscience que si on veut, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'excellence, si on veut jouer son rôle, et notamment son rôle en termes de démocratie, sur un nouveau support sur un nouveau média qu'on investit, eh bien effectivement, il faut pouvoir donner la règle du jeu, il faut renvoyer à ce que vous disiez tout à l'heure, cette notion de contrat de lecture. Et là, il me semble que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez présent. Bon, on va essayer d'aller vite avec des questions courtes et des réponses courtes, parce qu'il reste 5 minutes. J'ai une petite question dirigée à M. Roger Cohen. Je constate le stress sur lequel tous les journalistes se trouvent. Et je me demande aujourd'hui, comme nous avons le plaisir d'avoir Roger Cohen parmi nous, comment il est arrivé à écrire à New York, dans le Herald Tribune de ce week-end, l'article « Hedging their bets ». Je l'ai pas Comment, lu si je peux vous poser cette question personnelle, parce que vous avez dû prendre l'avion et arriver ici pour être parmi nous. Premièrement, en effet, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, je l'ai reconnu quand je l'ai vu dans le journal. Donc, en effet, c'est mon article. Il n'y a pas un autre Roger Cohen qui est resté à New York. Eh bien, je l'ai écrit. Quand est-ce que je l'ai écrit? Enfin, je suis arrivé à Paris ce matin, donc j'ai un peu la tête de New York. Je l'ai écrit avant de partir. Je l'ai écrit vendredi. Et c'est apparu dans le journal de samedi, ce qui est la progression normale des choses. Vous posez peut-être le problème. Ça revient un peu à votre question. Il faut être où on dit qu'on est, quoi. Enfin, il faut être. Et les marques, c'est quoi? C'est l'honnêteté avec son lecteur. Le contrat, c'est la fiabilité de la chaîne de télévision, du journal. Si on rompt le contrat, je suis tout à fait d'accord. C'est la fin. Madame. Le porte-parole, l'attaché de presse d'un des présidents des États-Unis, je ne me souviens pas qui, mais peut-être que Roger Cohen s'en souvient, c'était ou Jimmy Carter ou M. Ford, a dit il ne faut jamais faire une bavure lors d'une journée où il n'y a pas d'actualité. Il a dit de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus de gros mots, si j'ose dire, ce qui sous-entendait que s'il n'y a pas d'actualité, comme President Ford tombe en sortant d'un hélicoptère, ça va être la une. Ce qui sous-entend que le job d'un journaliste, c'est de faire vendre les journaux.
Alors ça, c'est le côté cynique. Alors le côté peut-être non cynique, c'est que les gens sont effectivement avares d'actualité. Et que s'il n'y a pas de guerre, pourquoi pas parler de Ford qui tombe? Alors, où est-ce qu'on se trouve et où est-ce qu'on va aller dans cet équilibre entre si on se gratte l'oreille et Laura Bush, toutes les caméras sont visées la gratture d'oreille, et entre la responsabilité de ne dire que les choses les plus intellectuelles, etc. Oui, on va grouper, allez-y. Essayez d'être très bref. Je suis citoyen, journaliste, si j'ose dire. Enfin, vous l'êtes en tous. tout cas, on l'est tous plus ou moins. Je ne peux pas rester sur ce que je viens d'entendre. Apparemment, il n'y a eu que 2 journalistes russes qui ont été assassinés, d'après ce que j'ai entendu. Combien y en a-t-il, d'après vous, messieurs les journalistes, depuis 6 ans? Certainement plus que ça, monsieur. J'ai pas le non, beaucoup plus que ça. Mais d'accord, mais combien, monsieur? C'est là que c'est scandaleux. Non, il y a eu évidemment, c'est exact, il y a eu plusieurs centaines de journalistes, malheureusement. Alors, parlons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une journée anniversaire pour moi. Nous sommes le 22 octobre. Le 22 septembre, effectivement, monsieur Poutine a été décoré, vous le savez tous. Mais depuis 6 ans, il y a 22 journalistes décédés, russes. Donc, bien sûr, on parle d'Anna, et tant mieux. Mais je veux dire, n'oublions pas les autres. Et donc, en tant que, effectivement, citoyen, j'ai écrit, et je vais remettre tout à l'heure au Palais de l'Élysée, une lettre ouverte au président de la République. Si tout le monde fait comme moi, on peut faire bouger les choses. Alors, moi, je lis les journaux, mais j'écoute la radio, la télé. Je vais sur Google. J'ai fait une investigation. Je vais vous la remettre, cette lettre. Vous pourrez me juger, critiquer. De toute façon, c'est ça aussi. Quand on s'expose, on subit la critique. Mais je veux dire, si tout le monde pouvait bouger, devenir journaliste, parce que vous nous donnez l'exemple aussi. On est des journalistes. Et je pense que c'est important de savoir qu'aujourd'hui, effectivement, ça fait 1 mois qu'il y a eu le sacre de la raison d'État. Moi, j'appelle ça le sacre de la raison d'État. Dans la mesure où on décore une personne qui représente un pays qui voit ces jeunes, vous avez tous vu peut-être la télé, qui crèvent dans les casernes, qui meurent, qui sont handicapés, qui se suicident, et qu'on ne fait rien. Mais monsieur, est-ce qu'on n'est pas plus dans le cadre d'un sujet sur la responsabilité des hommes politiques que de la presse, s'agissant de la décoration de Poutine, monsieur. Hein? Nous sommes tous responsables. Certainement, puisque c'est nous qui les élisons d'une certaine manière, vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais et effectivement, en tant que citoyen, on a une responsabilité par rapport aux gens qui nous gouvernent. Mais bon... Bon voilà, je ne vais pas prendre la parole, mais je vais vous remettre la lettre que je vais remettre tout à l'heure à l'Élysée. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut répondre à... Moi, j'ai pas vraiment de réponse à ce que vous avez dit. C'est une question de pratique quotidienne, hein, Roger Cohen. Simplement que oui, bien sûr, il faut vendre des journaux, il faut avoir des sujets variés et intéressants, mais ça ne change pas le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas que ça, quoi. Je veux dire, il y a une responsabilité fondamentale qui est, à mon avis, c'est un des contre-pouvoirs très importants dans une société ouverte, démocratique et libérale. Et un point auquel la Russie n'est pas encore arrivée. Et donc, c'est ça. Je veux dire, la première page du New York Times, le jour que je suis parti, c'était l'Irak, enfin les 2 premiers sujets. Puis il y avait un sujet en bas à gauche de la première page qui était sur le fait que les entrées au restaurant maintenant passaient au-dessus des $40 et que, enfin 30 € ou 35 € pour un beefsteak à New York. Donc, est-ce que c'était important? Mais c'est amusant. Enfin, et puis il y avait une photo d'un homard, enfin un morceau d'homard comme ça, qui maintenant coûte $42 au musée d'art moderne, au restaurant. Donc, enfin, c'est ça, quoi. Beaucoup de gens vont lire ce papier, peut-être plus que sur l'Irak, mais il faut chercher cet équilibre. Je posais la question à un confrère, parce qu'on a fait passer beaucoup d'heures, ce qui est agréable quand on n'existe pas encore comme média, à se poser ce type de questions. Et c'était un confrère britannique d'ailleurs qui disait au fond, il y a 2 types de sujets. Il y a les sujets importants et les sujets intéressants. Parfois, il y a des sujets importants et intéressants. Parfois, il y a des sujets qui sont intéressants mais pas vraiment importants. Voilà, c'est une question de dosage entre les deux et on est tous sensibles à la fois à ce qui est évidemment important. Important et intéressant, il n'y a pas de débat, je dirais à la limite, mais intéressant et moins important, certains jours, ça fait partie aussi des choses. Oui.
Excusez-moi, je voudrais simplement... je ne crois pas, je pense qu'on est tous citoyens, qu'on a tous des responsabilités. Je ne crois absolument pas, et ça revient aussi à tout à l'heure la discussion sur les blogs, qu'on est tous journalistes. Je ne crois absolument pas qu'on doit accepter cette démagogie-là. On n'est pas tous journalistes parce que quand on écrit sur un blog, on écrit, mais on ne fait pas du journalisme. On ne s'engage pas, on ne croise pas son information, on n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans l'engagement. On n'est pas toujours aussi quand on est journaliste, c'est un des problèmes aussi. Bien entendu. Ce qui veut dire que quand on est journaliste, on n'est pas nécessairement professionnel. Ça, c'est autre chose. Mais quand on écrit sur un blog tous les jours, qu'est-ce qu'on a mangé, ou on écrit son point de vue sur telle et telle émission, on écrit, on s'exprime, on est citoyen, on n'est pas nécessairement journaliste. Et si le fait d'écrire sur un blog vous donne cette authenticité d'être journaliste, alors vous laissez la parole ouverte à tous les extrêmes et à toutes les conneries possibles. Alors la dernière question, parce qu'il est 4 heures passées, je suis désolé. Monsieur là-bas, voilà. Merci beaucoup pour cette dernière question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si. J'aimerais justement rebondir sur la théorie justement du pouvoir, qui est à mon sens justement à l'origine d'une nouvelle responsabilité. Et plus fort encore. Et donc, ce que je voudrais souligner, c'est que si effectivement Internet est un nouveau mode de médiatisation, de communication et d'information, au même titre que les journaux papier et que la télévision, il n'en demeure pas moins que la télévision et les journaux papier ont une influence éminente et bien plus prépondérante que sur ce qui se passe sur Internet. Et si effectivement il y a des journalistes qui brillent par leur capacité d'investigation, il y a un phénomène qui me semble remarquable, qui est qu'en revanche, le vide justement de recherche est là où justement la presse a le plus d'influence. Je reprends comme exemple celui qui a été donné par Alain Claes il y a à peine 5 heures dans l'amphithéâtre Liard, qui nous expliquait que sur le problème du clonage thérapeutique ou clonage reproductif, le Daniel Pujadas avait interviewé pendant 10 minutes sur France 2 le représentant de la secte Raël, et que Daniel Pujadas ne connaissait absolument pas son dossier, et qu'il a diffusé à la population française, pas des moindres et dans une proportion forte, surtout à cette audience, des informations qui étaient erronées sur ce qu'est le clonage reproductif. Sur le clonage reproductif. On voit, il y a eu tout. Quel est le sens de votre question? Je suis obligé de vous bousculer un peu. Justement, parce que savoir si on a dépassé le... Oui, tout à fait. C'est une nouvelle responsabilité de la presse. N'était pas justement d'être partisane de droite ou de gauche, mais de fournir justement, dans les citoyens de plus en plus démocratiques, de fournir un instrument objectif avec des argumentations réelles, une connaissance précise du dossier, et pas seulement dans la presse d'investigation, mais dans celle qui se déroule tous les jours et qui est celle qui a le plus d'influence aujourd'hui et qui fait qu'elle est responsable. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. En gros, j'ai compris que David Pujadas connaissait pas son sujet. Ça, oui, mais ce n'est pas. C'est qu'un exemple pour insister sur plusieurs. L'information. Ces derniers temps, on a vu accumuler les informations qui étaient présentées et qui étaient fausses au final. On refait. On a une information un jour et le lendemain, on la rectifie. Ah non, c'est pas ça. D'accord. Alors peut-être que ce que vous voulez dire, c'est vous avez l'impression que quand il y a des erreurs qui sont commises, elles sont sans conséquence. C'est ça que vous voulez dire ou non? Elles sont d'une plus grande conséquence. Parce que vous commettez des erreurs, vous aussi, certainement, dans la vie de tous les jours, mais ça a des conséquences. Beaucoup moindres que celles d'un journaliste qui passe à 20h et qui diffuse une information. Des conséquences dans ce sens-là, mais les conséquences pour le journaliste ne sont pas suffisantes. C'est ça que vous voulez dire? En termes de sanctions ou de... Je parle peut-être d'une éthique qui devrait se renforcer et une barrière gauche-droite à laquelle on a assisté. Je suis un journal de droite, je dois faire attention à mon éditorial, aux personnes qui me lisent, donc je dois faire un journal de droite. C'est pas une objective, une objectivité qui doit d'abord émerger, fournir à toute la population un socle d'informations communes avant de vouloir faire une analyse à la va-vite pour le lendemain matin. Ok, c'était plus une intervention, j'ai l'impression, qu'une vraie question. Bon, excusez-nous pour tous ceux qui avaient encore des questions à poser de ne pas pouvoir les avoir prises. Je pense qu'il y a un débat qui suit derrière. Je voudrais remercier tous les intervenants, Marc Drilec, Jean-Marie Charon, David Guiraud, Roger Cohen et Francis Morel. Merci.
Thank you.